Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres que nous allons développer dans ce journal. Catastrophe ferroviaire en Allemagne. La vitesse excessive pourrait être à l'origine du déraillement de l'express venant d'Amsterdam avec 300 passagers à bord. Bilan provisoire, 9 morts, 20 blessés graves. C'est demain que le plan anti-violence de Claude Allègre commencera à être mis en place. Le témoignage dans ce journal de David, 13 ans. Il a eu le courage de briser la loi du silence. Il n'a pas été entendu. La parole des enfants mise en doute. Dans quelques heures, Hillary Clinton se lancera officiellement dans la campagne des sénatoriales. Portrait d'une battante qui compte bien arracher le poste de sénateur de l'État de New York. Cinéma avec cette légende du chevalier sans tête, un conte merveilleux et cauchemardesque mis en scène par Tim Burton avec pour héros Johnny Depp. Dans l'actualité de ce dimanche, cette catastrophe ferroviaire près de Cologne en Allemagne. Le train de nuit qui assurait la liaison Amsterdam-Bâle a déraillé, percutant au passage une maison d'habitation à proximité de la petite gare de Brühl. La vitesse très excessive semblerait à l'origine du drame. Pour l'instant, le bilan fait état de 9 morts et d'une vingtaine de blessés graves. D'autres passagers pourraient être encore prisonniers de l'amas de tôle. Hélène Vergne. Le pavillon est réduit à un véritable tas de gravats. Les habitants, eux, sont indemnes. Une chance inouïe que n'ont pas eu les 300 passagers du train de nuit Amsterdam-Bâle. Hier soir, leur convoi a déraillé et percuté une maison de plein fouet. 9 morts, une centaine de blessés et toujours une vingtaine de passagers portés disparus. On a fait 2 ou 3 tonneaux, des arbres sont passés par la fenêtre. Un de mes amis est blessé au thorax, mais à part ça, Dieu merci, tout va bien. Selon les premiers éléments de l'enquête, le convoi aurait en fait déraillé alors qu'il empruntait une déviation. Un excès de vitesse est à l'origine de l'accident. On peut constater qu'à minuit, 1 minute et 10 secondes, le train a passé le chantier de travaux avant la gare de Brühl. Sur le chantier, la vitesse était limitée à 40 km à l'heure. C'est alors que le conducteur a ralenti et respecté la limitation de vitesse. Quelques minutes plus tard, pour une raison encore inexpliquée, le conducteur aurait accéléré jusqu'à atteindre la vitesse de 122 km à l'heure. C'est ce qu'a révélé l'analyse de la boîte noire. C'est le deuxième accident ferroviaire survenu en Allemagne en l'espace de 2 ans. En juin 1998, la catastrophe ferroviaire d'Eschede avait fait 101 victimes. Et en direct de Brühl, nous rejoignons Bertrand Koch. Nous l'avons vu, un important dispositif de secours est sur place. Quel est le point de la situation à la tombée de la nuit? Eh bien Béatrice, 20 heures après l'accident, les sauveteurs sont toujours au travail ici dans la petite gare de Brühl, près de Cologne. Et toute la journée, ils ont peiné à démêler, à dégager les amoncellements de tôle que sont les wagons du train couchette, avec toujours bien sûr la crainte d'y retrouver de nouveaux corps. Vous savez Béatrice que le bilan s'établit ce soir à 9 morts et quelques 80 blessés, dont 10 graves. La plupart de ces victimes étaient des vacanciers qui se rendaient en Suisse, à Bâle, pour faire du ski. Et puis on sait aussi depuis cet après-midi, Hélène Verne nous l'a dit, avec l'analyse de la boîte noire, que la cause de l'accident était la vitesse. Ce train allait beaucoup trop vite, plus de 120 km/h, sur une portion de voie où la vitesse était limitée à 40 pour cause de travaux. Alors ce qu'on ne sait pas, c'est pourquoi ce train allait si vite. Celui qui pourrait nous le dire, c'est le chauffeur de la motrice. C'est un Allemand de 28 ans, il a été légèrement blessé, mais il est surtout très choqué. Il aurait même été admis dans une unité de soins psychiatriques. Et les médecins ont demandé aux enquêteurs d'attendre quelques jours avant de l'interroger. Merci Bertrand Koch de ces précisions. En Autriche, Jörg Haider multiplie ces derniers jours les déclarations, maniant aussi bien les excuses que les phrases offensives. C'est demain qu'il devrait tenir une conférence de presse. Aujourd'hui à la télévision, le chef de l'extrême droite envisageait une enquête parlementaire pour haute trahison politique contre ceux qui auraient mobilisé l'étranger pour faire obstacle à son arrivée au pouvoir. Le numéro 2 de son parti occupe désormais, vous le savez, l'une des plus hautes fonctions de l'État, puisque Susanne Rispasser est le nouveau vice-chancelier d'Autriche, la première femme à occuper ce poste. Elle porte le difficile surnom de Cobra Royal. Voici pourquoi nos envoyés spéciaux Anne Ponsinet et Patrick Desmully l'ont rencontrée. Une femme radieuse danse la valse au bras de son mari. C'est la nouvelle vice-chancelière, la première de l'histoire autrichienne. Et si Susanne Rispasser, ancienne juriste de 39 ans, dansait hier soir à Klagenfurt, c'est bien grâce à Jörg Haider. Pas seulement parce qu'il était l'organisateur du bal,
mais aussi parce que c'est lui qui l'a invitée en politique. Elle fut son attachée de presse pendant 8 ans. C'est une fidèle parmi les fidèles. Ce qui se passe aujourd'hui en Autriche, c'est une sorte de normalisation de la démocratie. Et je suis très mécontente des réactions européennes. J'espère qu'ils seront suffisamment fair-play pour nous juger selon ce que nous ferons et pas selon leurs préjugés. Hier soir, au bal de Klagenfurt, c'est elle qui a descendu l'escalier la première, mais c'est Haider qui tenait la vedette. Juste après sa nomination, la télévision autrichienne demandait d'ailleurs à Susanne Rispasser si elle n'était pas une marionnette de Haider. C'est lui le leader de notre parti, c'est lui qui a rendu possible ce succès grâce à tout le travail de ces dernières années. Susanne Rispasser est née à Braunau, là où est né Hitler. C'est apparemment le seul lien qu'on puisse faire entre les deux. Selon les observateurs de la vie politique autrichienne, contrairement à Haider, elle n'a jamais dérapé sur ce registre. Il y a des gens qui sont vraiment à l'extrême droite au FPE de Vienne et qui ont dit des choses inacceptables sur le passé. Mais elle s'est toujours tenue au second plan sur ce terrain. C'est la femme élégante du parti, la représentante de charme. Sur son action politique, peu de choses. On sait que députée européen, elle milita contre l'euro. La voilà 5 ans plus tard, chargée de charmer une Europe plus que réticente au nom de Jörg Haider. Et puis cette autre déclaration de Jörg Haider qui a demandé au gouvernement autrichien de prendre une initiative pour compenser les Allemands chassés des Sudètes à la fin de la Seconde Guerre mondiale, comme pour dédommager les Juifs autrichiens victimes des nazis. Au chapitre judiciaire, le procureur général de la Cour de cassation, en annonçant sa volonté de faire casser le procès du Drac, drame dans lequel une classe près de Grenoble avait été emportée par un lâcher d'eau, cette proposition juridique pourrait à terme avoir de nombreuses répercussions. En effet, elle risque de remettre en cause l'ensemble de ces affaires où il y a d'un côté des victimes et de l'autre, sans intention de nuire, des personnes qui sont à l'origine de fautes involontaires. Les explications de Dominique Verdeil. Un simple lâcher d'eau à un barrage EDF près de Grenoble. Plus bas, une classe venue observer des castors au bord de la rivière. Bilan de la catastrophe du Drac en décembre 1995, 7 morts, 6 écoliers et une accompagnatrice. En juin 1998, la justice condamne 3 fonctionnaires EDF, la directrice d'école, l'institutrice et la ville de Grenoble, à des peines de prison avec sursis et à des amendes. Aujourd'hui, le procureur général près la Cour de cassation Jean-François Burgelin veut faire annuler ce jugement. Pour le haut magistrat, la faute commise par les prévenus n'est pas suffisamment grave pour justifier une condamnation, donc un procès. Une annonce faite hier lors d'un colloque intitulé « Faut-il toujours un coupable ?» Plusieurs magistrats, avocats, élus se sont montrés favorables à cette proposition qui tend à limiter une pénalisation de la vie publique. La solution, c'est de resserrer le champ de la justice pénale. Ceci pour tout le monde, pas seulement pour les élus, bien sûr. De prévoir, par exemple, qu'on abandonnera les condamnations pénales pour une simple imprudence ou une simple négligence. L'absence de procès, l'absence de condamnation pénale, comme ici après l'avalanche des Ors, c'est l'angoisse, la crainte des victimes. Ou il n'y aura pas de procès, ou il y aura un procès tronqué, n'est-ce pas, avec une seule personne au lieu de 4 ou 5, on n'arrivera pas à déterminer l'enchaînement des causes qui ont entraîné la catastrophe, et donc ça n'aura aucune valeur pédagogique. En octobre dernier, Jacques Chirac s'était lui aussi inquiété de cette judiciarisation excessive, autrement dit, le procès à tout prix. Au Parlement, au ministère de la Justice, on réfléchit sur la responsabilité pénale des élus, des décideurs. Hier, les magistrats sont entrés dans la course, laissant derrière eux les victimes. C'est demain que le dispositif anti-violence de Claude Allègre devrait se mettre progressivement en place. La tâche ne sera pas facile. Face aux agressions, on demande aux enfants d'avoir du courage, celui de dire et de porter plainte. Faut-il encore que la parole des enfants soit entendue et qu'ensuite justice soit faite? Voici l'histoire de David, 13 ans, qui a osé briser la loi du silence. En dehors de sa famille, personne ne l'a cru. La justice a classé l'affaire sans suite et la NUG, Éric Delagneau. J'étais 3. Ils sont arrivés par derrière, ils m'ont pris par les fesses, ils m'ont soulevé, ils m'ont jeté dans les escaliers. Et quand j'étais en l'air, j'ai eu peur. C'était très long. Et j'ai fermé les yeux. Je ne savais pas si j'étais mort ou vivant. Cette chute, qui lui a valu une entorse à la cheville et un mois de plâtre, David ne pouvait pas la cacher à ses parents.
Alors il a commencé à parler, et puis il a tout raconté. Raconter les sévices que ses agresseurs, 3 élèves de sa classe, lui faisaient subir depuis 7 mois. Mais ils me tapaient, ils me donnaient des gifles dans la nuque, des coups de pied dans le dos, dans le ventre. Et je disais rien. Puis c'était par période. Et un jour, j'étais aux toilettes, ils sont arrivés, ils ont ouvert la porte, ils m'ont secoué, ils m'ont obligé à m'uriner dessus. Ils m'avaient dit que si je disais quelque chose, ils iraient taper ma sœur. S'ils la connaissent, j'étais à l'école ensemble. Et ils avaient dit qu'ils taperaient ma sœur, qu'ils me taperaient moi. Ses parents déposent alors plainte pour violence au commissariat de police. La direction du collège entend David puis ses 3 agresseurs séparément. Leur seule punition restera une rédaction sur le respect d'autrui pour avoir poussé leurs camarades. Comme on n'a jamais pu prouver exactement ce qui s'était passé, et vu la qualité de la blessure, j'allais dire, qui n'était pas une blessure extraordinaire quand même, donc l'élève a dû être poussé. Les élèves ont reconnu avoir poussé l'élève, ils sont punis, ça s'arrête là. Quant aux brimades subies par David pendant 7 mois, elles ne seront pas davantage évoquées. Le témoignage de son meilleur ami ne sera pas pris en compte, pas plus que le rapport établi par la psychologue qui a écouté David pendant plusieurs semaines. Faute de preuves, l'éducation nationale classe l'enquête. En dépit de ses appels officiels à rompre la loi du silence, la parole d'un enfant ne semble pas lui suffire. Je ne sais pas si on raconte des histoires, mais enfin moi j'en tiens pas compte en tout cas. Parce que l'affabulation ça existe. L'affabulation ça existe. Le professeur principal ou un professeur se serait rendu compte de quelque chose d'une manière comme d'une autre. Si personne ne s'est rendu compte de quelque chose, c'est qu'il ne s'est rien passé. Rien non plus aux yeux de la justice, qui n'a jamais convoqué David, mais a classé l'affaire sans suite. Dernier recours, dernier espoir d'obtenir un soutien, SOS Violence, le numéro vert mis en place par le ministère de l'Éducation nationale. Là encore, l'écoute est approximative. Un petit peu ce qu'il en était. Ouais, je dois dire que j'ai vraiment pas eu le temps. Non. J'ai vraiment pas eu le temps et il faudrait que je le fasse. Et le sentiment d'injustice est total. Il n'y a rien de plus grave qu'une chose qui est faite et qui n'est pas punie, qu'on ne cherche pas à savoir. On dit partout il faut que les enfants parlent, c'est très bien qu'ils parlent, mais s'ils parlent et qu'après on ne les croit pas, je vois pas l'intérêt qu'ils parlent. L'affaire remonte à mai dernier. À la rentrée de septembre, David est entré dans un collège privé et il a souhaité apprendre le karaté. Je sais me défendre, j'ai plus peur. L'autre fois, j'en ai croisé un dans la rue, de mes agresseurs. Il m'a regardé, il me fixait, j'ai fait baisser les yeux, j'étais content. Il arrive parfois qu'un gosse de 13 ans inverse les rôles et donne aux adultes une bonne leçon. Près du Croisic en Bretagne, l'expérience parfaitement réussie de la mobilisation de plusieurs dizaines de jeunes de banlieue qui sont venus donner un sérieux coup de main depuis plus d'1 mois pour nettoyer les plages souillées par la marée noire. Ils ont su faire leurs preuves au point d'être les seuls civils responsables de chantier. Louis Carzou, Madi Diawara. Le temps d'une marée, pour la photo. Certaines âmes charitables pariaient haut et fort qu'il ne resterait pas plus lorsqu'ils sont arrivés sur les rivages atlantiques. Mais elles se sont trompées. Car ces jeunes bénévoles venus pour la plupart de quartiers difficiles entament leur 5e semaine de lutte contre la marée noire avec une motivation intacte. Quand tu vois une grosse nappe de 15 mètres de long et tout ça, t'es motivé, t'as envie de l'enlever. Parce que franchement, c'est notre site, on est responsable de ce site. Donc, on veut qu'il soit propre, c'est normal. Cet enthousiasme, cette persévérance ont fini par faire la différence. Alors après un bref galop d'essai en Vendée, le capitaine Langlois, responsable du secteur nord de la Loire-Atlantique, les a accueillis parmi les centaines de militaires et de pompiers qu'il dirige, avec les mêmes matériels et surtout la même estime. J'ai rien choisi, j'ai vu un garçon arriver avec une équipe de jeunes de la région parisienne pour se mettre à la disposition de notre organisation. Après quelques heures de briefing et de formation, on s'est rendu compte de la compétence et du dévouement de ce groupe-là, et il était tout à fait normal qu'il rentre dans notre dispositif au même titre que n'importe quelle autre unité constituée. On est loin du cliché banlieusard fouteur de merde, et c'était aussi quelque chose qui nous apportait, au-delà de dépolluer la zone, c'était aussi d'appuyer sur cela, qu'il y avait des jeunes en banlieue, en l'occurrence en Ile-de-France, qui étaient prêts à se mobiliser sur des actions citoyennes comme celle-là, et on vient faire la différence. Après la plage de la Grande Jambée sur la côte sauvage, les jeunes encadrés par l'association Les Lascars sont attendus sur les chantiers de dépollution du Croisic. Reste à espérer qu'un jour il se trouvera aussi des bénévoles pour les aider à restaurer leur environnement, loin, très loin de la mer.
Cérémonie à la mémoire du préfet Erignac, 2 ans jour pour jour après l'assassinat du préfet de Corse. Le rassemblement dans le recueillement des anonymes et des élus locaux à Ajaccio. Arnaud Boutet, Yves Djunga. Rue du Colonel d'Ornano. Il y a 2 ans, Claude Erignac tombait ici, abattu de 3 balles. L'actuel préfet voulait cette année un recueillement sur les lieux de l'assassinat, pour ne pas oublier et associer la tristesse du corps préfectoral à celle des habitants d'Ajaccio. Mais derrière la rangée d'uniformes, les anonymes ne sont pas nombreux, une centaine de personnes tout au plus. C'est pas qu'ils s'en foutent, mais j'ai la nette impression que ce n'est plus la même chose. Même constat chez les politiques. Peu d'élus ont fait le déplacement. Et tous nos politiques, ceux en qui j'ai voté, eh bien, je crois qu'ils baissent les bras aussi. Moi, je ne suis qu'une simple citoyenne, mais je ne les baisserai jamais. Après l'hommage dans le silence, quelques mots tout simples pour afficher la détermination de l'État. Je ne veux dire qu'une chose, c'est que tout est mis en œuvre, tout sera mis en œuvre. Yvan Colonna sera interpellé et présenté devant son juge. La fuite du principal suspect alimente les rumeurs les plus folles. Mais à Cargès, dans la commune d'Yvan Colonna, on se tait pour cacher sa douleur ou sa honte. Ici en Corse, quand on est dans la douleur, on est dans le silence. Mais ce silence est parlant par lui-même parce qu'il est porteur d'une souffrance. Cet anniversaire réveille donc un traumatisme que les Corses ne pourront espérer guérir tant que quelque part l'assassin présumé du préfet Erignac court toujours. Politique avec ces déclarations de François Hollande dans l'émission DMA de Paul Amar. Le premier secrétaire du Parti socialiste est revenu sur la fameuse cagnotte de recettes fiscales supplémentaires dont disposerait Bercy et dont le montant officiel devrait être connu en milieu de semaine prochaine. François Hollande appelle le gouvernement à jouer la transparence. Je vous propose de l'écouter. Vous avez annoncé 20 milliards, c'était les chiffres du mois de décembre. Il semble que ce soit davantage, mais on le saura mardi puisque le ministre doit faire cette annonce. Davantage, plutôt près de 30 Près de 30, 35, peut-être même 40. Je pense qu'on aurait pu avoir ces chiffres peut-être plus tôt, c'est peut-être des résistances administratives. Mais en même temps, ce qui compte, c'est d'en avoir maintenant l'évaluation et d'avoir un débat démocratique, compris entre la gauche et la droite, au Parlement, pour savoir ce qu'on fait de ces recettes supplémentaires de la croissance. Généralement, quand la droite était au pouvoir, elle nous cachait ses déficits. Moi, je pense qu'il faut donner toute la lumière sur nos propres excédents. Le retour d'Henri Emmanuelli sur la scène politique. Aujourd'hui, le 2e tour des législatives partielles. Laurent Hakim, vous êtes en direct de Mugron. Il n'y a pas de gros suspense. Henri Emmanuelli était donné largement en favori. Pas de suspense, effectivement. Henri Emmanuelli est réélu ce soir député des Landes avec un peu plus de 65% des suffrages. Il lui avait manqué la semaine dernière, dimanche dernier, au premier tour, 118 voix pour être élu au premier tour. Participation voisine ce dimanche de celle de dimanche dernier, peu élevée, un peu moins de la moitié de la population de la circonscription s'est déplacée. Rappelons que Henri Emmanuelli avait été réélu dimanche dernier à son siège de conseiller général du canton de Mugron. On le voit ici voter aujourd'hui dans son village de Lorède. Son adversaire Robert Lucas de Démocratie libérale a lui voté en milieu de matinée dans le village d'Artassinx dont il est maire. Robert Lucas qui envisage de déposer un recours en annulation de cette législative partielle. Il remet en cause l'éligibilité d'Henri Emmanuelli. Mais pour l'heure, Henri Emmanuelli compte retrouver le bureau national du Parti socialiste d'ici une semaine. Il a l'intention de retrouver l'Assemblée nationale d'ici une dizaine de jours, y compris la présidence de la Commission des finances. Il aura ainsi retrouvé tous ses mandats d'avant sa condamnation dans l'affaire Urba il y a 2 ans. L'affaire Urba, l'affaire de financement occulte du Parti socialiste. Voilà Béatrice. Merci Laurent Hakim. L'actualité internationale avec en Tchétchénie l'annonce par Moscou de la libération de Grozny mettant un terme victorieux, selon Vladimir Poutine, à l'opération militaire dans la capitale. Reste maintenant à savoir si telle est bien la réalité et ensuite quelle sera la tournure du conflit, le retrait des troupes russes ou bien plutôt le début d'une guerre de maquis contre les indépendantistes. Gilles Rabin, Franck Brisset. À ceux qui voudraient croire qu'avec la chute de Grozny, la guerre est presque finie, ces images de combattants tchétchènes gagnant tranquillement la montagne apportent un démenti. Ils ont réussi à quitter la capitale assiégée, comme ils l'avaient annoncé, après une résistance remarquable que beaucoup d'officiers russes n'ont pas eu peur de saluer. Et ils se préparent à une autre guerre, une guérilla de montagnards, guérilla qui leur avait déjà donné la victoire en 1996. Ça, c'est spécialement pour Poutine.
On l'a acheté 500 roubles. Dans Grozny, il n'y a plus aucune résistance. L'ambiance est à la fête et au soulagement parmi les soldats russes qui, pour la première fois, peuvent se tenir à découvert dans les ruines de la ville sans crainte d'être frappés par une balle. On peut dire que l'opération de libération de Grozny est maintenant terminée. Dans leur retraite de Grozny, les Tchétchènes ont essuyé de lourdes pertes. Après avoir sauté sur une mine, le chef de guerre Chamil Bassaïev, le pire ennemi de la Russie, a été amputé du pied droit et il a perdu beaucoup de sang. Bassaïev ne pourra plus combattre en première ligne à la tête de ses hommes et c'est peut-être la seule vraie bonne nouvelle pour les Russes. Vladimir Poutine doit entretenir cette illusion de victoire jusqu'aux prochaines présidentielles du 26 mars. Malgré les bilans qui s'alourdissent, 1300 soldats et plusieurs centaines de civils tués selon l'état-major, plus de 3000 soldats tués selon les maires de soldats et plus de 14 000 civils selon les Tchétchènes. Contre le pouvoir iranien, cet attentat hier à Téhéran, à 2 semaines des élections législatives, des explosions revendiquées par l'opposition au régime islamique. Ces explosions ont fait 1 mort et 5 blessés dans un quartier où se situent les bureaux des hauts responsables politiques. Le détournement d'un Boeing 727 afghan parti de Kaboul, qui dans un premier temps s'est posé à Tachkent, la capitale de l'Ouzbékistan. À cette escale, une dizaine de passagers a été libérés, puis autre atterrissage au Kazakhstan. Là, les pirates de l'air ont relâché 3 passagers. Enfin, selon des informations qui nous parvenaient en fin de journée, l'avion aurait redécollé en direction de Moscou avec 160 personnes à bord, dont une dizaine de pirates de l'air. Et à l'instant, on apprend que l'appareil a atterri en effet à Moscou et qu'il pourrait peut-être repartir vers l'Europe. L'accord de paix en Irlande du Nord sous pression ou plutôt sous condition tant que l'Iran n'aura pas déposé les armes. Demain, le gouvernement britannique envisage à contre-cœur de geler dans l'avenir l'Assemblée, le gouvernement autonome de l'Irlande du Nord, s'il n'obtient pas un geste concret de l'IRA pour éviter la crise. Benoît Duquesne. Une nouvelle fois, l'Irlande du Nord suspend son souffle. Son Parlement, son gouvernement qui siège dans ce palais de Stormont risque bien d'être suspendu d'ici la fin de la semaine. Il y a 2 mois pourtant, les choses s'annonçaient plutôt bien, car pour la première fois depuis 25 ans, catholiques et protestants s'apprêtaient à gouverner ensemble. Seul ombre au tableau, le leader unioniste David Trimble avait prévenu qu'il démissionnerait de son poste de Premier ministre si l'IRA ne s'engageait pas concrètement d'ici février sur la voie du désarmement. En février, nous y sommes et rien ne s'est passé ou presque. L'IRA refuse de céder à cet ultimatum et réaffirme qu'elle n'a pris elle-même aucun engagement en matière de désarmement. L'accord de paix du vendredi saint a été conclu avec le Sinn Féin, sa branche politique, et la seule date butoir qu'il prévoit, c'est juin 2000. Dès lors, les pressions politiques s'accentuent sur Gerry Adams pour obtenir ce geste qui permettrait de sauver les institutions d'Irlande du Nord, mais pour l'instant en vain. Croyez-vous vraiment que quelqu'un va se présenter en disant qu'il est de l'IRA et livrer tous les détails sur la quantité, la composition de son arsenal? Est-ce que vous avez déjà vu une armée invaincue faire ce genre de déclaration n'importe où dans le monde? Pourtant, faute d'un signe tangible en matière de désarmement, d'ici la fin de la semaine, Tony Blair a bien l'intention de suspendre le gouvernement d'Irlande du Nord. Mais le Sinn Féin l'a prévenu la dernière fois que les autorités britanniques ont ainsi suspendu les institutions d'Irlande du Nord. C'était en 1975, il avait fallu 25 années de troubles et des milliers de morts avant de les rétablir. Aux États-Unis, dans quelques heures, Hillary Clinton sera officiellement candidate au poste de sénateur de l'État de New York. Une cérémonie, ou plutôt une opération très médiatique, devrait donner le coup d'envoi de la campagne avec son premier discours devant une forêt de caméras. Ces dernières semaines, Hillary Clinton s'était déjà lancée dans la bataille. Portrait d'une battante, Dominique Derda. C'était l'été dernier dans le nord de l'État de New York. Hillary Clinton n'est pas encore officiellement candidate au poste de sénateur que déjà elle part en campagne. À l'écoute, dit-elle, des préoccupations des New-Yorkais. Pour la première fois de l'histoire de ce pays, l'épouse d'un président des États-Unis s'apprête à briguer un mandat électoral, et pas n'importe lequel. J'imagine que vous vous demandez tous pourquoi le Sénat, pourquoi New York et pourquoi moi? À cette question, pourtant, elle n'a jamais vraiment répondu. Sur son passage, dès le premier jour, les partisans de Rudy Giuliani, le maire républicain de la ville de New York, dénoncent le parachutage de cette native des environs de Chicago. Mais au sortir de l'affaire Lewinsky, Hillary Clinton est populaire. En février 1999,
68% des New-Yorkais disent l'apprécier contre 61% seulement d'opinion favorable à Rudy Giuliani. L'ancien procureur a du souci à se faire, d'autant que la première dame emménage bientôt dans une banlieue cossue du nom de Chappaqua et prend ainsi au sens propre ses distances avec son président de mari, retenu à Washington jusqu'à la fin de son mandat. Je dois bien vous avouer que je m'intéresse beaucoup à cette sénatoriale en particulier, et puisque chaque voix compte, eh bien oui, je vais m'inscrire sur les listes électorales de New York. À la télévision, c'est d'elle et non plus de lui qu'elle vient parler, de ses projets en matière de santé, d'emploi, d'éducation. Montrer aussi, même si tout est écrit et répété à l'avance, qu'elle est capable d'un éclat de rire. C'est elle que l'on vient applaudir, mais c'est elle aussi qui, désormais en première ligne, prend des mauvais coups. À 9 mois des élections, les sondages la donnent loin derrière Rudy Giuliani, même si rien n'est encore perdu. À New York, peut-être plus qu'ailleurs, en 9 mois, tout peut arriver. En France, cette situation ubuesque que vivent les chasseurs de la baie d'Authie est la limite entre deux départements, celui du Pas-de-Calais et de la Somme. La frontière qui les sépare leur impose une réglementation différente. Ici, le droit de la chasse est autorisé et là, il ne l'est pas. Hélène Vergne, Éric Delagneau. Alors, comment allez-vous? Ici commence la frontière du stupide et de l'incompréhensible. Exactement. Vous venez chasser chez nous quand vous voulez, hein, il n'y a pas de problème. D'une rive à l'autre, 30 mètres séparent les chasseurs du Pas-de-Calais et de la Somme. Limite géographique de ces deux départements, la baie d'Authie est aussi le symbole du casse-tête juridique de la chasse française. Une chasse autorisée dans le Pas-de-Calais jusqu'au 29 février, mais totalement illégale juste en face. Ces deux interprétations différentes de la loi française ont mis le feu aux poudres en baie de Somme. Scandalisé par ces différentes décisions des tribunaux administratifs, etc., alors qu'on avait déjà accepté de ne plus chasser au mois de mars. La fin février, c'était une date tout à fait raisonnable. Et on essaye de nous empêcher ça. Alors ça, on n'acceptera jamais. Conformément à la directive européenne, le tribunal d'Amiens raccourcit la période de tir d'1 mois. Une décision inacceptable dans cette région de Picardie, l'un des bastions du Parti des chasseurs. Les gens de la campagne, qu'est-ce qu'ils ont? Ils n'ont que ça. Ils n'ont que ça. Moi, mon gamin prend son fusil, il n'embête personne. Il est dans la nature, il va avec son chien. Et il ne faut pas dire qu'on est là, qu'on détruit, c'est pas vrai. Le chasseur, c'est le premier. C'est nous qui avons fait des agrès noirs. C'est nous, les zones humides. S'il y a des zones humides aujourd'hui, pourquoi? Il y a des zones humides, c'est les chasseurs, c'est nos grands-parents. Sinon, il n'y aura plus de zones humides. Pour les protecteurs de la nature, l'argument sonne faux. D'autant que ces chasseurs ont accepté de ne plus tirer au mois de mars, période de reproduction. En 1979, quand il avait s'agi de fermer la chasse au mois de mars, avec la même détermination, les chasseurs défendaient cette chasse. Et aujourd'hui, la plupart d'entre eux reconnaissent que c'était une hérésie de chasser au mois de mars. On peut penser qu'ils reconnaîtront dans quelques années, le plus tôt possible sera le mieux, que c'était une hérésie de chasser au mois de février. Malgré les risques de procès-verbaux, les chasseurs picards ne renonceront pas. En occupant le terrain jusqu'à la fin du mois, ils renvoient le débat à l'année prochaine. Les sports d'hiver, avec ces dernières années, l'engouement pour les sports de glisse, une nouvelle clientèle qui intéresse notamment les petites stations prêtes à tout pour s'attacher, ces sportifs d'un autre genre. En Isère, au Sept-Lô, Alain Doubevski et Bruno Livertou. La nuit, des hommes et leurs drôles de machines préparent des pistes bizarres, des pistes relevées sur les bords ou bien pleines de bosses. Elles ont tout ce qui permettra de bondir, rebondir ou tournoyer. Le lendemain matin, ces skieurs, en fonction de leur technique, seront rider, freerider ou freestyler. Il n'y a pas de mot d'équivalent en français, bref, ils se reconnaîtront. 2 points communs les rapprochent. 1, ils glissent sur une seule planche. 2, ils ne se prennent pas au sérieux. Alors c'est comment là-haut? C'est pas mal. Ouais. Voilà, excellent. En fait, c'est une bonne station. Ouais. C'est assez agréable comme station parce qu'ils pensent à tous les niveaux, donc il y a surtout des pistes de débutants et qui sont bien préparées au niveau damage et donc on peut s'initier. Cette clientèle jeune est très recherchée. Pour l'attirer, certaines stations amorcent la pompe en faisant venir des étudiants champions de snowboard, séjour payé. Leur rôle consiste à être le plus possible sur les pistes. Il y a beaucoup de jeunes qui font du snowboard ici, qui sont inscrits au club des sports. On essaye un peu de les aider, de les aiguiller.
D'autre part, ici il y a un half-pipe et un snowpark qui sont entretenus régulièrement. On essaye d'apporter un peu nos connaissances, de s'impliquer vraiment dans le déroulement des activités sur les sateaux. Voilà. Sur le terrain, Laurent et ses copains sont très présents. Ils sont là pour donner une image jeune à la station et c'est bien sûr ce que recherchent les responsables. Problème de conditions. 45 mm dans le offre à ces jeunes la possibilité de venir chez nous et de les écouter et puis de faire en sorte qu'ils soient bien chez nous parce que c'est des leaders d'opinion. Et quel service ils vous rendent? Eh bien, ils nous rendent le service que s'ils viennent chez nous, d'autres gens viennent chez nous. L'effet boule de neige, ça marche. Le nombre de skieurs sur 2 planches stagne, mais celui des pratiquants de snowboard augmente, une tendance que les professionnels de la montagne surveillent de près. Le tournoi de tennis des petits as, ainsi nommé puisqu'il met en compétition des adolescents du monde entier déjà confirmés. À Tarbes cette semaine, ces graines de futurs champions se sont affrontés sur les cours où déjà dans le passé, Martina Hingis ou Michael Chang se sont illustrés. Julien Hérisson et Abdel Zouyesh ont suivi jusqu'en finale un jeune espoir, il s'appelle Julien, peut-être un futur champion. Julien Joly a tout juste 14 ans. Lui et ses copains de chambrée participent au tournoi de tennis de Tarbes, le tournoi des petits as. L'équivalent pour les jeunes de leur âge d'un Wimbledon ou d'un Roland Garros pour les professionnels. Mais s'il s'agit là du tournoi le plus renommé au monde, Julien sait bien que pour atteindre ses rêves, la route est encore longue. Il y a plein de joueurs qui ont gagné Tarbes et qui maintenant sont pas dans les 10 premiers joueurs. Hein. Ça se trouve, il y en a, ils ont même arrêté le tennis. Donc faut continuer, quoi. Faut pas s'arrêter là. Si jamais je gagne ce tournoi, il faut que je continue après. Patrick Labazui entraîne les meilleurs jeunes français et Julien Joly a fortiori. Voilà, très bien. Leçon de tennis, leçon de sagesse. Le tournoi des petits as, quoi que l'on y fasse, c'est l'occasion idéale de grandir. On a travaillé avec Julien sur le fait que la notion de plaisir était importante, que l'événement il est là et qu'il ne fallait pas s'en faire bien sûr une obligation, mais au contraire un passage qui sera une excellente expérience pour la suite de sa carrière. Les anciens vainqueurs du tournoi s'appellent Michael Chang, Krajicek, Kournikova ou Martina Hingis. C'est dire l'importance d'un événement qui accueille cette année 400 jeunes talents de 50 nationalités différentes. Laurent Rizzo est un chasseur de tête. La plupart du temps, il court de cours en cours. Assister à 500 matchs par an, ça laisse peu de temps pour flâner. Aujourd'hui, il est arrivé au début de celui de Julien, mais ne le verra pas dans sa totalité. Il scrute, griffonne, parce que c'est un passionné et qu'il en a fait son métier. Sa quête, c'est de débusquer les futurs virtuoses de la raquette. Il faut essayer d'avoir le coup d'œil et puis la sensibilité. Maintenant, la difficulté, c'est d'extrapoler et de savoir qui de tel ou tel joueur ou joueuse va devenir fort, c'est-à-dire rentrer un jour dans les 100 premiers mondiaux. Tête de série numéro 3, Julien Joly a battu son adversaire autrichien. Julien n'est pas sûr de côtoyer un jour Sampras et autres Agassi, mais il a bon espoir. La fin d'une difficile expédition en solitaire dans l'Antarctique. Laurence de la Ferrière a parcouru 3000 km l'emmenant du pôle Sud, la Terre Adélie, en 73 jours. L'alpiniste française a affronté des vents atteignant 170 km/h. Elle est fatiguée mais soulagée. Cinéma avec cette légende fantastique mise en scène par Tim Burton, un monde de contes de fées merveilleux et cauchemardesque que traverse avec talent Johnny Depp, déjà un succès aux États-Unis pour le réalisateur de Batman et Mars Attack, Pascal Deschamps. Imaginez-vous enfant dans votre lit. Vos parents vous lisent un conte plein de sorcières et de forêts hantées. C'est ainsi que les petits Américains ont grandi avec la légende du cavalier sans tête. C'est ainsi que Tim Burton la restitue aujourd'hui en rendant hommage aux films d'horreur des années 50. Johnny Depp interprète un jeune inspecteur de police qui débarque dans un village terrorisé. Enquêter sur les meurtres de Scipiolo. Que vous ont expliqué vos supérieurs exactement? Ils ont dit que tous les trois ont été tués en plein air et que leurs têtes avaient été séparées de leur corps. Emportés par le cavalier sans tête. Jusqu'en enfer avec lui. If Washington Irving Je pense que si Washington Irving, l'auteur du conte, avait imaginé en 1820 que son histoire serait un jour portée sur le grand écran, s'il en avait rêvé, alors il aurait sûrement choisi Tim Burton pour réaliser le film. On dirait que cette histoire a été écrite pour lui. Vous avez déplacé le corps? C'est exact. Il ne faut jamais déplacer le corps. Pourquoi donc?
parce que... Tim Burton s'est régalé en recréant un univers fantastique où s'affrontent le bien et le mal, le surnaturel et le rationnel. Et s'il y a de la violence dans Sleepy Hollow, c'est celle des contes de fées. L'agresseur a rejoint et abattu Masbat. Il a fait volte-face et revenu sur ses pas, s'emparer de la tête du malheureux. Les contes de ce genre sont le moyen le plus sûr d'exorciser nos zones d'ombre. Les films fantastiques qui ne prétendent pas être réalistes servent à la même chose. Moi j'ai un problème avec une autre forme de violence, plus réaliste. Par exemple quand deux types branchés se tirent dessus en échangeant des blagues ou flinguent d'autres gens. Pour moi, celle-là est beaucoup plus dangereuse. Tim Burton signe là un petit bijou du film d'horreur. On rit, on tremble et lorsque les lumières se rallument, on se dit que c'est bon de retrouver ses peurs d'enfant. C'est la fin de ce journal. Je vous en rappelle le principal titre, catastrophe ferroviaire en Allemagne. La vitesse excessive pourrait être à l'origine du déraillement de l'Express venant d'Amsterdam avec 300 passagers à bord. Bilan provisoire, 9 morts, 20 blessés graves. Dans un instant, la météo, Nathalie Riouet, puis à 20h55, votre film Jean de Florette, 0h15, le dernier journal, Florence Duprat. Demain à 7h50, dans les 4 vérités, Françoise Laborde reçoit Florence Parly, secrétaire d'État au budget. À 13h, le journal Carole Gessler, Rachid Arabe. À 20h, vous retrouverez Claude Sérillon. Et puis en deuxième partie de programme, demain, les hôpitaux sont-ils malades? Ce sera donc le thème de l'émission Mots croisés d'Arlette Chabot et Alain Duhamel. Invités, des médecins, des infirmières, des directeurs d'hôpitaux, mais aussi le professeur Bernard Debré et Claude Évin qui est ancien ministre de la Santé. Je vous remercie de votre attention. Excellente fin de soirée sur France 2.